Alors que l'Algérie connaît une vague de manifestations depuis plusieurs jours, le pays est dans l'incertitude quant à la candidature du président sortant Abdelaziz Bouteflika, une incertitude qui pourrait virer au chaos et menacer la France d'une déflagration migratoire sans précédent. À un mois de la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, rien n'est prêt. Alors qu'aucun accord n'a été trouvé entre Bruxelles et le Parlement de Westminster, tous les cas de figure sont désormais envisagés, y compris de faire revoter les Britanniques sur le Brexit. Coup de rabot dans les allocations chômage et serrage de vis pour les entreprises. La réforme du ministre du Travail Muriel Pénicaud a été présentée ce mardi, malgré l'échec des négociations avec les partenaires sociaux. Une réforme qui devrait faire une quasi-unanimité contre elle. Madame, Monsieur, bonsoir. Le sort de la France lié à celui de l'Algérie, alors que le pays est agité par des manifestations contre la candidature du président sortant Abdelaziz Bouteflika, le risque de chaos paraît bien réel et ses conséquences migratoires et sécuritaires pourraient être dramatiques. Olivier Frère-Jacques. Se présentera pas, le maintien de la candidature Bouteflika à la présidence algérienne tient la France en haleine. Alors que l'Algérie connaît des manifestations sans précédent depuis le début des années 2000, la menace d'un chaos outre-Méditerranée se précise, ou en tout cas semble aujourd'hui de plus en plus possible. Le scrutin d'avril prochain sera en effet décisif pour le pays, un pays économiquement à la peine et victime de la fameuse malédiction hollandaise, un phénomène qui touche les nations se reposant presque exclusivement sur leurs matières premières et dépendantes de l'importation de produits finis. Une situation économique d'échec qui pousse des milliers d'Algériens, de jeunes notamment, dans les rues avec pour objectif d'empêcher une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Les doutes quant au maintien de sa candidature sont d'ailleurs entretenus par des déclarations d'Ali Benouari, éphémère ministre du Trésor entre 1991 et 1992 et candidat à la candidature à l'élection présidentielle en 2014. Des déclarations à prendre avec des pincettes mais qui témoignent du climat d'incertitude entourant le pays. Et si les Algériens pro comme anti-Bouteflika s'inquiètent de l'avenir de leur pays, la France aussi peut craindre le pire. En effet, l'instabilité de l'autre côté de la Méditerranée a tout d'une bombe à retardement côté européen et plus particulièrement pour la France. Et cela pour plusieurs raisons, des raisons économiques puisque l'Algérie est l'un des principaux fournisseurs d'énergie pour la France, des raisons militaires puisque la France est impliquée au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane, mais aussi et surtout du fait d'un risque migratoire et sécuritaire inédit. En effet, en cas de chaos en Algérie, la France devra faire face à une poussée migratoire double. Tout d'abord, celle des Algériens fuyant leur pays. Ainsi, il serait entre 10 et 15 millions à pouvoir prétendre venir en France légalement du fait de leurs liens familiaux avec des Algériens de nationalité française. Ensuite, la menace migratoire subsaharienne, comme nous l'expliquait Pierre-Yves Rougeron le 14 janvier à l'occasion déjà d'un sujet sur l'élection présidentielle algérienne. Si Alger tombe, on va être très clair. Déjà, dans les flux migratoires qui sont en Espagne actuellement, vous avez de plus en plus d'Algériens. Si Alger tombe, il est impossible de quantifier combien vont arriver. Et pire que ça, je peux vous dire avec certitude qu'aujourd'hui, c'est la, entre guillemets, sévérité, je n'emploierai pas le terme de brutalité, de la garde algérienne à la frontière sud, qui garde la frontière française d'arrivées massives de subsahariens. À une menace migratoire sans précédent s'ajoute une menace sécuritaire. Alger étant un partenaire privilégié de Paris dans la lutte contre le terrorisme et l'une des dernières puissances régionales capables de mettre à mal les organisations islamistes. Si l'Algérie tombe, nous perdrons notre plus efficace, avec nos amis marocains, l'un de nos deux plus efficaces alliés dans la lutte contre le terrorisme. Beaucoup d'attentats ont été déjoués en France grâce à la prévenance des services spéciaux algériens. Mais si jamais l'Algérie est dans un état de chaos, il y aura des répercussions sécuritaires sévères pour la France. Enfin, que nous le voulions ou non, l'Algérie, le pays le plus armé, pourrait être une puissance, disons, pacificatrice de la rive sud de la Méditerranée au niveau maghrébo-machréquien. Parce que malheureusement, avant, il en existait une autre qui s'appelait la Libye, mais comme vous savez, il y a eu des travaux faits à cause de Nicolas Sarkozy. Bon, c'est comme ça. L'Algérie de Bouteflika comme allié de la France en dépit des tensions historiques indéniables entre les deux pays. Mais quid de l'Algérie post-Bouteflika? Et c'est là tout le risque de ce qui se joue actuellement de l'autre côté de la Méditerranée. Pour Pierre-Yves Rougeron, le risque de voir les islamistes prendre le pouvoir est faible. Reste à savoir si l'armée prendra le relais en cas de défection du président sortant.
Quel est le degré de préparation des islamistes à prendre le pouvoir? Très difficile. L'armée leur a donné des coups terribles pendant la décennie sanglante. Si vous voulez, objectivement, le groupe le plus près, c'est l'armée. Est-ce qu'elle a les cadres? Oui. Est-ce qu'elle en a envie? Pas sûr. Là, par exemple, elle s'est laissée épurer sans trop coup férir contre le FLN. Est-ce qu'elle a un chef charismatique capable de réveiller la rue algérienne et de donner un projet à l'Algérie? Pas sûr. L'armée comme alternative pour préserver une certaine stabilité, une hypothèse envisageable avec à sa tête le général Ahmed Gaïd Salah, fidèle du clan Bouteflika. Celui-ci pourrait prendre plus de place en cas de pourrissement de la situation. Dans un pays où l'âge médian est de 27 ans et demi et où la jeunesse pourrait jouer un rôle de premier plan dans les manifestations contre le président sortant, les divisions politiques, sociologiques mais aussi communautaires au sein du peuple algérien sont autant de facteurs qui risquent de mettre le feu aux poudres. Un risque d'embrasement et de chaos qui plane sur un peuple algérien qui ne souhaite pas revivre le drame de la décennie noire de 1991 à 2002 qui avait fait des dizaines de milliers de morts et 1 million de déplacés. Un chaos qui pourrait aussi rattraper la France, qui est suspendue à la candidature ou non d'Abdelaziz Bouteflika. Le résultat du Brexit va-t-il être balayé d'un revers de la main? C'est en tout cas un scénario de plus en plus plausible depuis que le Parti travailliste s'est dit décidé à éviter un Brexit de droite. Nouveau déni de démocratie en perspective pour Bruxelles. Alors que la Grande-Bretagne de Theresa May peine à trouver un accord de sortie de l'UE, la possibilité d'organiser un nouveau scrutin n'est désormais plus totalement écartée. À un mois de la date de sortie prévue, le 29 mars prochain, le flou règne toujours sur la mise en œuvre du Brexit. D'un côté, Theresa May tente d'amender l'accord avec Bruxelles. De l'autre, les travaillistes emmenés par Jeremy Corbyn affirment vouloir faire barrage à ce qu'ils nomment un Brexit de droite. Le parti pourrait alors faire campagne pour un maintien de la Grande-Bretagne dans la zone européenne. Une position qui plaide en premier lieu pour un report de la date. Les travaillistes ont d'ailleurs déjà déposé un nouvel amendement pour présenter leur vision du Brexit devant la Chambre des communes. La disposition phare réside dans le maintien de la Grande-Bretagne dans l'union douanière. Une solution d'entre-deux que rejettent toutes les voix favorables à une sortie nette de l'UE. La semaine dernière, 8 députés travaillistes pro-européens ont donné leur démission. Il faut dire que les points d'achoppement ne manquent pas. Union douanière, frontière avec l'Irlande du Nord, les différentes parties font toutes valoir leurs intérêts et le moins que l'on puisse dire est qu'ils apparaissent bien antagonistes. De son côté, Theresa May semble vouloir jouer la montre tout en refusant un report de la date prévue pour le Brexit. En réalité, le Premier ministre joue à un jeu dangereux en agitant le spectre d'une sortie brutale sans accord. Elle espère ainsi faire basculer la chambre basse du Parlement de Westminster pour valider une sortie concertée. Une carte risquée pour Theresa May qui a déjà perdu 3 députés la semaine dernière et pourrait essuyer un vote favorable sur l'amendement visant à bloquer une sortie sans accord. Les dernières rencontres entre les instances bruxelloises et le Premier ministre britannique n'ont proposé aucun consensus, laissant espérer une validation de Londres. Face à ce casse-tête, les anti-Brexit voient donc une bonne occasion de revenir sur la décision du peuple britannique après 2 ans de déboires et de flottement. Une marche arrière sur la souveraineté populaire qui ne fera sans doute pas progresser la cote de popularité de Bruxelles à 3 mois des élections européennes. Et puis un nouveau passage en force pour le gouvernement français. Alors que les négociations avec les partenaires sociaux n'ont pas abouti sur les réformes de l'assurance chômage, le gouvernement a présenté son calendrier pour une entrée en vigueur par décret dès l'été prochain. Le gouvernement bombe le torse. Fort de la baisse du chômage en dessous de la barre des 9%, l'exécutif poursuit sa volonté de réformer l'assurance chômage malgré l'échec des négociations avec les partenaires sociaux. Et quand les discussions échouent, c'est à l'État de prendre les commandes, a estimé Muriel Pénicaud, le ministre du Travail. À plus forte raison quand l'assurance chômage accuse une dette de 35 milliards d'euros. 2 principales mesures viennent ponctuer la réforme à venir, l'abaissement des allocations pour les cadres et un principe de malus pour les entreprises qui ont recours aux contrats courts. La première fait d'ores et déjà grincer des dents. Le gouvernement considère à peine à demi-mot que les allocations trop généreuses seraient un frein au retour à l'emploi. Ainsi, la dégressivité des allocations est l'un des principaux chantiers de la réforme et en particulier pour les cadres qui bénéficient d'allocations plus élevées. Une des pistes consisterait donc à les plafonner à 4 800 € par mois contre actuellement 7 700 €. Une dégressivité devrait également être adoptée pour pousser les cadres à retrouver plus rapidement un emploi. Pour asseoir son argumentaire, la majorité rappelle que les indemnités en France sont très largement au-dessus de la moyenne européenne. Des annonces qui font grincer des dents les syndicats de cadres. En effet, si ces actifs reçoivent des allocations plus élevées, c'est aussi parce que leurs contributions sont supérieures à celles des autres salariés.
Pour François Omril, le président du syndicat CFE-CGC, le principal syndicat de cadres, les cotisations représentent pas moins de 42% des participations au financement du régime, quand seulement 15% du budget revient directement aux cadres. La question des indemnités devrait également être étudiée de manière plus globale pour en finir avec un principe qui permet à certains demandeurs d'emploi de gagner plus en alternant des périodes de travail et d'inactivité qu'avec un emploi à temps plein stable. Des dispositions qui font grincer des dents les syndicats dans leur majorité. Mais le gouvernement devrait aussi se mettre à dos le patronat. En effet, l'autre point d'orgue de la réforme revient sur l'inexorable serpent de mer du bonus-malus pour les entreprises. Le principe est simple, les sociétés qui recourent à davantage de contrats courts et donc précaires devront contribuer davantage à l'assurance chômage. Une disposition sur laquelle a planché plusieurs gouvernements successifs. Résultat des courses, une augmentation de 85% du recours aux contrats à durée déterminée en 2018. Autant dire que le but a été manqué jusqu'ici. Muriel Pénicaud a d'ailleurs considéré qu'aucune proposition alternative au bonus-malus n'avait été faite, tout en annonçant que la concertation débuterait cette semaine jusqu'au printemps. Et à présent, c'est le moment de l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. La CAF de Seine-Saint-Denis ne répond plus. Saturée par les demandes liées à la prime d'activité, la caisse d'allocation familiale du département ne recevra plus de mails jusqu'au 10 mars. La CAF de Seine-Saint-Denis s'attend à enregistrer 35 000 nouveaux bénéficiaires de la prime d'activité en 2019. Elle en comptait 75 000 en décembre dernier. Une surcharge qui s'ajoute aux demandes sociales déjà extrêmement fortes dans le 93. En effet, la CAF de Seine-Saint-Denis compte aujourd'hui près de 900 000 bénéficiaires, soit environ 60% de la population du département. Nouveau fiasco pour l'industrie française. Lundi, le gouvernement a entériné la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort près de Bordeaux après le refus par le constructeur américain de la dernière offre de reprise du site qui compte 800 salariés. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a qualifié d'indigne le comportement de Ford alors que l'offre de reprise de Punch Powerglide avait été jugée crédible. Après cet échec, l'entreprise a présenté un plan social complet qui comprend notamment des plans de reclassement et de cessation anticipée d'activité, ainsi que d'autres mesures destinées à aider les salariés à retrouver un emploi. Les terroristes avant les Français, alors que toujours plus de personnes dorment dans la rue, l'État a décidé de loger un terroriste aux frais du contribuable. Le maire d'Aurillac s'est plaint dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner du danger et de la peur qu'entraînait l'arrivée de Kamel Daoudi dans sa ville, où il est d'ailleurs libre de ses déplacements, alors que l'individu a été déchu de sa nationalité française en 2002 et interdit de territoire en 2006. L'État s'est vu interdire l'expulsion de Daoudi par la Cour européenne des droits de l'homme sous prétexte qu'il s'exposait à des tortures dans son pays. Le terroriste était parti 4 mois en Afghanistan et planifiait un attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris. Le réchauffement climatique a bon dos alors que plus de 1650 hectares de végétation ont été ravagés par plusieurs incendies en Corse. Les autorités enquêtent sur l'origine des feux et les spéculations vont bon train. Le préfet de Corse, Josiane Chevalier, affirme qu'il s'agit d'un symptôme du réchauffement climatique. Une spéculation qui lui permet d'éviter de pointer du doigt la pratique de l'écobuage, très répandue en Corse pour fertiliser les terres. Les pompiers et le chef du centre météorologique d'Ajaccio privilégient d'ailleurs pour leur part la piste d'une intervention humaine. Mounir Majoubi, coupable de fake news. Dans la nuit de vendredi à samedi, une dépêche de l'AFP a annoncé une attaque massive et inédite contre l'Internet. Une information qui a circulé après la confirmation officielle du secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi. En réalité, il ne s'agirait que d'un risque d'attaque annoncé par l'ICANN, un organisme américain gestionnaire d'Internet et des noms de domaine, visant par la même occasion à promouvoir un nouveau système de défense. Une affaire qui aura quand même permis de rappeler que l'organisme responsable des données informatiques mondiales est américain.
Bachar el-Assad en visite chez son voisin iranien. Lundi, le président syrien s'est rendu à Téhéran pour s'entretenir avec le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, et son homologue iranien Hassan Rouhani. Il s'agit de la première visite de Bachar el-Assad en Iran depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. L'Iran, principal soutien régional au gouvernement de Damas, a rappelé son attachement à la Syrie et mis en garde contre la création de la zone tampon souhaitée par les États-Unis. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrir un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Ladd nous parle des naufragés oubliés de l'île de Tromelin, dans l'océan Indien. Pour cet épisode, j'aimerais vous raconter une histoire assez insolite et tragique, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle du radeau de la Méduse. Elle concerne un navire français qui, en 1761, fait naufrage au large de l'île de Tromelin et qui, après réparation et construction d'un radeau de fortune, laisse sur place 80 esclaves malgaches en promettant de revenir les chercher. Ils y resteront 15 ans. 15 ans sur une île sablonneuse battue par les vents où il n'y a rien, ni arbres, ni végétation, ni ressources, ni abri. Seulement 7 personnes sont retrouvées vivantes en 1776, mais la question qui, moi, me fascine et que je vais aborder dans cet épisode, c'est comment ont-elles survécu ? Et puis, pour continuer avec l'histoire, ce soir, vous retrouverez également Passé Présent. Philippe Conrad et Anne Sicard évoquent les chrétiens en terres ibériques sous domination musulmane du 8e au 15e siècle, puis l'historique de la conquête du passage du nord-ouest du continent américain. Et puis tout de suite, évidemment, le rendez-vous avec la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. C'est donc le moment de vous quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Si on devait rapporter la vie de notre village à l'œuvre immortelle du dessinateur belge Peyo, l'auteur des Schtroumpfs, eh bien notre abonné au monde, ce serait le Schtroumpf à lunettes, le partisan de la puissance publique quoi qu'il advienne, celui qui a horreur des gilets jaunes et qui faillote volontiers à tout propos. Mais là, le conteur Linky, c'était vraiment pour lui une aubaine. Je dis c'était parce que vous allez voir pourquoi jusqu'ici, c'était autrefois, mais il y a eu un élément nouveau, parce que ça permettait autrefois de montrer au comptoir que les gens qui refusaient ce compteur étaient totalement arriérés. Ils disaient que ce boîtier vert les espionnait, que ça mettait le feu aux maisons, que ça créait un champ magnétique. Et notre monsieur, là, l'abonné au monde, ricanait en disant que tout ça relevait du fantasme. Et que quand il tombait, ce qui était fréquent sur l'un de nos villageois qui disait « Je m'en fous s'ils débarquent pour poser ce foutu compteur, je les reçois avec le fusil », l'autre, l'abonné au monde, le suppôt du pouvoir, montrait qu'il avait très bien compris ce que j'affirmais l'autre jour, à savoir que le compteur Linky était d'abord perçu comme une manifestation de la prétention parisienne qui s'invitait dans votre cour de ferme. La meilleure preuve est que l'abonné au monde, qu'on peut appeler commissaire de politique, disons, disait « Ne fais pas ton malin, Marcel, parce que quand ils viendront te poser ce compteur, tu ne feras rien du tout, sans ça tu partiras entre deux gendarmes ». Et c'est là, généralement, que l'argument massu intervenait dans son raisonnement. Une fois que l'autre était parti, Albert nous disait « En plus, on ne comprend pas ce qu'ils ont tous, puisque c'est gratuit ». Eh bien maintenant, on vient de l'apprendre. Non, c'est le contraire. En plus, c'est payant. C'est Gustave qui nous l'a dit l'autre jour en passant. Gustave, à qui rien n'échappe sur Internet, il a dit en gros, la pose de chaque compteur coûte en ce moment 130 € à Enedis, mais tu ne crois pas quand même qu'ils vont continuer à dire laissez ces cadeaux. En fait, l'arnaque, c'est qu'on paie le compteur à partir de 2021 seulement. Et ensuite, pendant 10 ans, on va payer 15 € par an pour un truc qu'on est venu installer de force. Et Gustave a ajouté, mais il y a pire. Alors là, petite parenthèse, Gustave, comme tous les rats de bibliothèque et les types qui sont tout le temps fourrés sur Internet, a un inconvénient dans les conversations de ce genre, je veux dire un inconvénient pour ses adversaires, c'est qu'il retient tout et surtout les chiffres qui sortent des rapports de la Cour des comptes. Au fond, Internet aura plus fait pour la publicité des avis de la Cour des comptes que le journal officiel depuis Napoléon.
parce que les mémorisateurs prodiges dans le genre de Gustave s'emparent de tous les chiffres publics pour les vulgariser, pour les faire connaître, et le moins qu'on puisse dire, c'est que connaître les chiffres dans l'affaire du compteur Linky, eh bien, c'est une source de scandale. Et oui, parce que cette innovation technologique qui nous est imposée pour notre bien est parallèle à une ponction sur le compte des abonnés à l'électricité. À quoi correspond-elle cette ponction? Eh bien, c'est celle qui permet aux agents EDF de partir en retraite en moyenne à 57 ans contre 62 partout ailleurs. En plus, nous avons au village, je vous en ai parlé, cherchez le sujet sur YouTube en tapant « Les retraités EDF devraient la mettre en veilleuse ». Nous avons, dis-je, un spécimen de ces retraités à l'aise, très à l'aise, dans la personne de ce type nommé Jean René, qui est toujours bronzé, qui revient toujours du Cap d'Agde ou de la Costa Brava, et qui dit « je ne vois pas où est le problème ». Eh bien, nous aussi, on voit où est le problème. Gustave, qui connaissait les chiffres, nous a dit que la moyenne des retraités EDF touchait plus de 2000 €, sans parler des avantages très visibles dont on a parlé de temps en temps dans les journaux, c'est qu'ils payent 5% de leur consommation seulement, qu'ils ne payent pas l'abonnement, que pendant leur activité, ils sont payés un tiers de plus que la moyenne des salariés. Et tout ça, grâce à qui? Sur le dos de qui? Eh bien de nous, pardi, a dit Gustave, puisque c'est dans leur convention collective. En gros, le comité d'entreprise EDF prend 1%, pas de la masse salariale, mais du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, c'est simple, tu multiplies par 5. Les œuvres sociales de l'EDF sont 5 fois plus riches que celles des autres sociétés. Et c'est quand même bien nous qui le faisons, leur fameux chiffre d'affaires. Mais dans les comptes, le prélèvement pour leur retraite canon là, et pour le tiers de salaire en plus, ça ne porte pas ce nom-là, forcément, ça a attiré un peu l'attention. Alors on appelle ça une contribution tarifaire d'acheminement. Traduction, a dit Gustave, par ici la bonne soupe et défense d'entrer en cuisine. Alors tu comprends vite pourquoi, a-t-il ajouté, il n'y a pas d'agent EDF sur les ronds-points. Et tu comprends vite aussi pourquoi le gouvernement a un formidable levier pour déchaîner une répression. S'il décrète c'est fini la récré, s'il dit pour équilibrer les comptes de la nation, on va sonner la fin des privilèges genre EDF, tu vas voir toutes les catégories à privilèges débarquer dans les manifestations pour taper du gilet jaune sous les caméras en disant « vous êtes bien gentils, mais on vous avait dit de ne pas compromettre nos avantages sous prétexte de réclamer de la justice sociale ». Eh bien, nous ne préjugerons pas de la réaction des Gilets jaunes, a conclu Gustave, mais nous demanderons l'indulgence au tribunal populaire pour les abonnés au Monde. Il la cherchait du regard, mais l'autre était déjà parti. Abonnez-vous, merci. Il paraît que l'année 2018 a été, pour le cinéma français, une très belle année. Ce qui est intéressant avec la gauche et la culture de gauche, c'est que tout est toujours formidable à partir du moment où l'État est là pour subventionner massivement. Qu'en est-il dans les faits? En 2018, les films dits de langue française et les productions dites majoritairement françaises se sont 2 fois moins bien vendus à l'étranger qu'en 2017. En effet, à l'étranger, il y a eu en 2018 40 millions de spectateurs pour voir des films français, ce sont les chiffres d'Unifrance, alors que l'année précédente, c'était le double. Pour faire une comparaison, en France, l'année dernière, il y a eu 200 millions d'entrées dans le même temps. Donc on voit bien que les chiffres le prouvent, les films français à l'étranger ne marchent pas du tout. Ce sont des chiffres globalement très médiocres. Et tentant une explication, c'est peut-être la concurrence croisée de la Coupe du Monde et des Gilets jaunes. Il faut bien trouver une explication. Pour compenser, on se félicitera sans aucun doute du succès remporté par le film Le jeune Karl Marx, qui a été visionné en Chine. Un choix véritablement éclairé quand on sait que les enfants de Karl Marx, qui sont le communisme notamment, ont produit 100 millions de morts. Mais c'était probablement très important de glorifier Karl Marx au début du XXIe siècle. Le Centre national de la cinématographie, le fameux CNC, nous explique que les Français aiment énormément le cinéma, que la France regorge de cinéma, que nos films se vendent très bien à l'étranger. Tout cela, en fait, ne fonctionne qu'à coup de subventions considérables, accordées à des projets confidentiels,
idéologiquement marqués, portés par des acteurs très soucieux de leur image de pseudo-révolutionnaires en révolte contre un ordre établi dont ils profitent très largement. La Cour de justice européenne a jugé illégal, en octobre dernier, le système de financement du cinéma français. Pour une fois, nous n'irons pas lui donner tort. Cela dit, soyons certains que nos élites politico-culturelles feront en sorte que tout continue comme avant et que d'une façon ou d'une autre, les subventions continuent à pleuvoir, Cour de justice européenne ou pas.